Right, big ones. Donc là, sur le mois d'août, j'ai généré quelque chose comme 126 000, 126,5 très exactement, je pense même. La plupart de mes élèves ont généré entre 10 et 40 000 euros. Et forcément, quand on arrive à ce genre de niveau, quand on arrive à ce genre de chiffres, il y a un moment où on réalise que le principal frein de notre croissance, c'est nous-mêmes, ok? Et donc, l'idée c'est que voilà, tu vas gérer l'acquisition, tu vas superviser les ventes. Parfois même, c'est toi qui vas faire les ventes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du chiffre. C'est eux-mêmes qui vont faire le setting, c'est eux-mêmes qui vont faire le closing. C'est un choix. Ensuite, ils assurent le delivery. Mais très vite, en fait, quand ton business a du succès, quand tout simplement tu arrives à attirer des leads, à attirer des clients, etc., tu te rends compte que c'est impossible de grandir davantage. Ok, c'est impossible de scale. Parce qu'au final, tu n'as que 24 heures dans ta journée. Ok? T'as que 24 heures dans ta journée et forcément, il faut pouvoir trouver des moyens de pouvoir fracasser ce plafond de productivité qui actuellement est bloqué par le fait que tu gères toi-même le closing, la partie delivery, c'est-à-dire les livrables de ton accompagnement, la création de ressources, la création de contenu, la partie vente, setting, etc. Ok? Et donc, tu as besoin de plus de temps. Elle est là la problématique. Et l'une des seules solutions à ça, c'est de déléguer. Okay. Maintenant, déléguer, c'est un sujet qui est assez touchy, dans le sens où mal déléguer, si tu délègues mal, c'est littéralement la garantie d'avoir plus de problèmes et de frustration qu'au départ. Parce que si tu délègues mal, tu vas voir que au final, tu vas passer plus de temps à faire du micromanagement, tu vas passer plus de temps à être derrière les gens à qui tu as délégué pour qu'ils fassent bien la tâche, mais voilà, ils vont pas y arriver parce que si tu as mal délégué, forcément, soit tu as délégué à la mauvaise personne, soit tu lui as pas donné les ressources nécessaires pour que cette tâche puisse être bien effectuée. Okay. Et d'ailleurs, là, je mentionne le fait que ce soit une tâche, mais tu as deux types de choses à déléguer. Soit tu peux déléguer une tâche, soit tu peux déléguer une responsabilité. Okay. Et bien souvent, le mieux, c'est de déléguer une responsabilité. Bien souvent. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Okay. Donc, la première étape pour bien déléguer, c'est de se poser 3 questions essentielles. Okay. Donc, la première, est-ce que tu es prêt à déléguer une responsabilité? Pas juste une tâche. Okay. Première question à se poser. Est-ce que tu es prêt à accepter l'échec comme partie intégrante du process d'apprentissage? Okay. Forcément, tu vas déléguer à une personne une responsabilité. Il y a un temps d'adaptation que cette personne doit avoir. Okay. Donc, ça va pas être délégué automatiquement et boum, la personne va avoir les mêmes résultats que toi, tu pouvais avoir avec cette tâche-là, ou même plus. Okay. Forcément, il y a un temps d'adaptation. Que ce soit un B-player, un A-player, peu importe, il y a forcément un temps d'adaptation. Et ça, il faut être OK avec ça. Troisième question à se poser, est-ce que tu es prêt à accorder de l'autonomie à cette personne et à lui faire confiance? Okay. Déléguer sans remplir ces conditions mène au micromanagement, comme j'ai pu le dire plus haut, et à l'inefficacité. Okay. Donc, vraiment, il faut pouvoir, dans un premier temps, valider que tu es OK avec ces 3 choses-là. Est-ce que tu es prêt à accepter l'échec? Est-ce que tu es prêt à déléguer une responsabilité? Est-ce que tu es prêt à accorder de l'autonomie et à faire confiance? Okay. Si tu es OK avec ça, et dans ce cas, on peut passer à la deuxième étape. Quand tu vas vouloir déléguer une tâche, ça peut être le setting, ça peut être le closing, ça peut être la partie delivery, le coaching. Tu vas vouloir observer 3 niveaux de choses. Okay, 3 niveaux de choses et les mettre dans un document. Donc, je peux te montrer un petit document que moi j'avais, je vais le montrer juste après. Et ça, ce document-là, c'est ce qu'on appelle un SOP. Okay, donc, ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être vidéo plus texte. Bref. Mais en gros, tu vas vouloir transmettre 3 niveaux de clarté à cette personne à qui tu vas déléguer pour que, au final, cette tâche-là puisse être exécutée aussi bien au minimum que toi, tu le faisais. Donc, l'idée, bien sûr, c'est qu'à terme, ce soit exécuté mieux que toi-même tu le faisais. Parce que, au final, si tu es à la fois sur le closing, la création de contenu, création de ressources, les livrables de ton accompagnement, etc., forcément, ton énergie, elle est diluée. Et si tu te concentrais uniquement sur une chose, potentiellement que tu serais meilleur sur cette chose-là. Mais l'idée, c'est que dans un premier temps, cette personne-là puisse matcher le niveau auquel toi, tu opérais sur cette tâche, sur cette responsabilité. Okay. Et pour ça, tout simplement, il faut que tu puisses transmettre les 3 niveaux de clarté.
Ok. Donc, ces 3 niveaux de clarté, c'est dans un premier temps le quoi, ensuite il y a le pourquoi, ensuite il y a le comment. Une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'ils vont transmettre le quoi, mais pas nécessairement le comment. Ok. En fait, je dis que c'est une erreur, mais c'est pas nécessairement une erreur tout le temps. Je m'explique. Quand tu as envie de transmettre une responsabilité, le comment, tu as envie de le transmettre uniquement si la personne te le demande. Okay, parce que tu as envie de laisser assez de room, assez d'espace pour que la créativité de cette personne-là, par rapport à cette tâche-là, puisse opérer et potentiellement qu'elle trouvera des façons de résoudre qui sont plus intéressantes que toi. Okay, parce que encore une fois, toi, tu es concentré sur plusieurs choses en même temps et forcément, c'est probablement moins qualitatif que si tu te concentrais uniquement sur ça. Mais par contre, pour des tâches comme le setting ou le closing ou même un coach simple, ok, on parle pas d'un head of sales, on parle pas d'un head of delivery, head of coaching, peu importe, ou head of marketing. Là, t'as pas envie de transmettre le comment. Mais quand c'est vraiment setter, closer, coach simple, t'as envie de transmettre le comment. Juste transmettre le quoi, ça va pas donner assez de direction par rapport à ce qui a déjà fonctionné. Et donc, typiquement, quand tu vas transmettre le setting, quand tu vas transmettre le closing, quand tu vas transmettre du coaching simple, là, tu transmets une tâche. Si tu transmets la responsabilité du pôle vente, là, tu transmets une responsabilité. Si tu transmets la responsabilité du pôle delivery, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs coachs et c'est quelqu'un qui va chapeauter les différents coachs, là, tu transmets une responsabilité. Donc, en fonction de ce que tu délègues, si c'est une tâche ou une responsabilité, eh ben, t'inclus le comment ou non. Mais la plupart du temps, si tu es en dessous de 20 000, si tu es en dessous de 20 000, 30 000 euros, ce que tu vas vouloir déléguer, ça va être principalement des tâches. Okay, parce que tout simplement, tu n'as pas les moyens probablement de te payer quelqu'un d'intéressant pour chapeauter en fait un pôle entier. Okay. Deuxième grosse erreur que je vois la plupart du temps, c'est le fait de ne pas transmettre le pourquoi. Dis-toi que ne pas transmettre le pourquoi, ça empêche la créativité et ça bloque la résolution autonome des problèmes. Quand une personne a conscience du pourquoi c'est important de faire cette action et que la façon dont elle essaye de le faire ou que tu lui as transmis ne fonctionne pas pour X ou Y raison, si elle sait le pourquoi c'est important de faire ça, elle va pouvoir imaginer des façons de résoudre cette problématique-là de façon autonome. Sauf que si elle ne sait pas le pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir faire du micromanagement parce que tout simplement, cette personne-là ne va pas être apte à résoudre cette problématique parce qu'elle ne comprend pas le sens de la tâche en question, okay, ou de la micro-tâche en question. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je recommande, avant même de chercher quelqu'un à qui tu vas transmettre une tâche ou une responsabilité, c'est de mettre ces 3 niveaux-là, ces 3 niveaux de clarté dans le SOP. Okay, le quoi, le pourquoi et le comment. Le comment en option en fonction de si tu délègues une responsabilité ou une tâche. Okay. Sachant que c'est toujours bien que tu aies le comment parce que voilà, comme j'ai dit, si la personne à qui tu vas déléguer la responsabilité a besoin du comment, tu peux lui transmettre assez rapidement. Donc c'est toujours bien d'avoir le comment. Donc 3e étape, maintenant, le recrutement. Et le recrutement, il se fait en 4 phases. Voilà un exemple d'un SOP tout simplement qu'on a nous en interne, que moi j'ai en interne avec mon équipe. Okay. Donc typiquement, dans chaque dossier, il va y avoir une vidéo, du texte, un résumé de ce qui est dit dans la vidéo, et à chaque fois, la structure que je suis, c'est quoi, pourquoi, comment. Okay, quoi, pourquoi, comment. Et dans chaque micro-action que ça implique, je vais dire le quoi, pourquoi, comment, dans cet ordre précis-là. Donc, une fois que le SOP est bon, boum, on passe à la 3e étape, qui est l'étape du recrutement. Okay, et l'étape du recrutement, elle se fait en 4 phases. Première phase, donc la phase 0. C'est de set the tone, ok, donc de donner la tonalité. Et pour ça, ça te permet en fait de pas perdre de temps lorsque tu vas tout simplement sourcer des profils, quand tu vas chercher des profils, ok. Donc moi, ce que je recommande à cette étape-là, donc c'est de faire un loom de ce que l'on recherche avec une présentation brève de nos offres, ok. Donc nos offres, c'est quoi? C'est ce qu'on vend. Ok, concrètement, c'est quoi ton offre en termes d'accompagnement? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que ça implique? Etc. Pour qu'ils aient une vue d'ensemble de l'écosystème. Deuxième offre, l'offre de recrutement. Ok, t'as pas envie de te retrouver en appel, faire des interviews avec des gens, et au final, ça matche pas en termes de pricing, en termes d'attente mutuelle, etc. Donc, t'as envie de set the tone. Ok, t'as envie de dicter la tonalité assez rapidement, pour que, voilà, derrière ça, tout se passe de façon fluide. Attention ici, dans cette phase-là, c'est censé être frame,
Tu vois, le Loom, il est censé être frame comme une offre, ok? Tout comme on le ferait en acquisition de clients, ok? N'aie pas la prétention de penser que les profils les plus intéressants voudront forcément travailler avec toi parce que tu penses représenter genre une opportunité, ok? N'aie pas cette prétention-là. Tu l'es, en effet, mais n'aie pas cette prétention-là. Et quand tu fais ce Loom, quand tu vas présenter ton offre, quand tu vas présenter ton offre de recrutement, bah, frame ça de sorte à ce que ce soit attractif pour la personne. Ok, très important. Et c'est comme ça qu'on recrute des A-players. C'est comme ça qu'on attire l'œil, qu'on attise l'œil des A-players. Phase 1. Donc, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as ton Loom qui explique un peu ton écosystème, qui explique l'offre de recrutement et ce que tu recherches, les critères de recherche, etc. Boum, tu rentres dans la phase 1. Et la phase 1, c'est la phase de sourcing. Ok, donc comment est-ce qu'on trouve les profils à qui on va déléguer ces tâches, à qui on va déléguer ses responsabilités? Comment est-ce qu'on trouve nos A-players? Ok, donc comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs façons de le faire. Ok, et ce schéma-là, il représente bien comment est-ce qu'on peut le faire. Typiquement, il peut y avoir de la prospection à chaud. Donc, dans ton réseau personnel, tu dois connaître pas mal de gens. Tu dois connaître des gens. Et ces gens-là, tu peux tout simplement leur poser la question s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait répondre à ce besoin que vous avez mis dans un loom. Ok, donc vous pouvez les DM et tout simplement leur envoyer la vidéo en leur disant ouais, je cherche quelqu'un qui peut répondre à ces besoins-là. Est-ce que tu n'en connaîtrais pas? Et bien souvent, ces personnes-là, s'ils sont qualifiés et que vous savez que potentiellement ils vont dire bah, moi en fait, moi. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a la prospection à froid, même principe. Okay, c'est-à-dire que l'idée, c'est de sourcer ces profils. Il y a diverses façons de les sourcer. On peut les repérer sur Instagram, on peut les repérer sur LinkedIn, on peut les repérer je ne sais où, mais ces gens-là, on peut leur envoyer un DM, avoir une première réponse, et puis ensuite leur faire part du besoin. En fait, dis-toi que de la même manière que tu vas t'impliquer sur l'acquisition de clients, c'est de la même façon que tu as envie de t'impliquer sur le fait de trouver les bons profils pour répondre à une tâche ou une responsabilité que tu as besoin qu'elle soit déléguée. C'est tout aussi important, c'est même voire plus important. Les mêmes mécanismes que tu vas employer en acquisition client, c'est les mêmes mécanismes que tu as envie de pouvoir employer pour recruter des bons profils. Ok ? Donc, forcément, il y a la prospection à chaud, il y a la prospection à froid, il y a les annonces gratuites, ça peut être des publications sur Instagram, ok? Ça peut être des stories sur Instagram, ça peut être des posts sur LinkedIn, ça peut être des annonces, ok? Des annonces Indeed, des annonces LinkedIn Work, toutes ces choses-là. Les ads aussi, tu peux run des ads pour trouver des profils intéressants. Il y a des façons de faire, mais de la même façon que tu le fais en acquisition, tu peux le faire pour recruter des bons profils, ok? Ces quatre façons-là de sourcer des bons profils, des personnes tierces peuvent les faire aussi. C'est-à-dire que des clients, à l'heure actuelle, tu as sûrement des clients. Ces clients-là, potentiellement, qui connaissent des gens qui peuvent répondre à cette responsabilité ou cette tâche que tu as envie de déléguer. Ok, ou alors potentiellement qu'ils ont déjà vu des profils à froid qu'ils connaissent pas nécessairement, qui peuvent être intéressants pour ça. Ok, tu peux leur demander de faire une story à propos de ça. Tu peux leur proposer de faire des ads à propos de ça. Ok, et de les rémunérer par rapport à ça. Ok, même si là ça rentre plus dans le cadre de affiliés, mais voilà. Ok, tu peux très bien missionner des gens pour te trouver un profil spécifique et rémunérer cette personne-là si tu l'as pris, ok? Si tu as pris la personne qu'il t'a conseillé, ok? Donc c'est-à-dire que tu peux demander en story à des gens de te trouver un profil spécifique en l'échange d'une rémunération. Ok, c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est ce qu'on appelle un affilié. Du coup, ce sera un affilié. Tu peux, dans ton équipe actuelle, notamment si tu as des setters, tu as des closers, peu importe, ou tu as un coach, peu importe, cette personne-là potentiellement connaît une personne qui peut répondre à ce besoin que tu as, à cette tâche, à cette responsabilité que tu as envie de déléguer. Et un agrégateur, c'est une personne qui va avoir un écosystème qui va regrouper pas mal de personnes qui ont des profils qui vont t'intéresser. C'est-à-dire que si tu cherches par exemple un setter ou un closer, tu peux très bien aller voir une agence de setting ou de closing et tu sais que eux, ils ont pas mal de profils et tu peux les rémunérer pour te trouver un profil quali, ok, un profil A-players. Tu peux aller voir quelqu'un qui a une formation en setting ou en closing. Et pareil pour des coachs. Si par exemple, tu es un coach en création de contenu, si par exemple tu as un accompagnement en création de contenu, tu peux très bien aller voir quelqu'un qui a une formation, je sais pas, même sur le montage ou sur la création de contenu, peu importe, et lui poser la question, brother, est-ce que you've got something for me? Ok? Et même, de toute façon, dans tous les cas, et même toi-même, en fait, ça c'est le niveau au-dessus, et c'est même le niveau privilégié en général, c'est que toi-même,
ton échelle, tu es une sorte d'agrégateur. Ok, c'est-à-dire que tu formes des gens avec tes méthodes à quelque chose. Si tu as besoin de coachs qui vont pouvoir te permettre de prendre plus de clients et te libérer du temps, tu peux très bien piocher dans tes clients et lui vendre la vision pour qu'il devienne un de tes coachs. Ok, parce que tu l'as formé avec tes méthodes et donc il les connaît. Enfin, c'est l'une des personnes les plus qualifiées pour reprendre le flambeau. Ok, donc c'est ça l'idée. Ensuite vient la troisième phase, la phase 2. Et là, moi, ce que je recommande, c'est de faire un call de 45 minutes. 30 minutes interview et un roleplay de 15 minutes à la fin, où tu vas check le fit humain, ok, son approche, sa vision. Donc tu vas le tester, très important, tester. Pendant ces phases-là, je donne énormément de questions pièges parce que ça me permet de faire le tri assez rapidement. J'ai un document complet de questions bien pièges qui me permettent de pouvoir faire le tri sur chaque verticale, c'est-à-dire sur le setting, le closing, les coachs, etc. Tout ce que j'ai besoin de déléguer. Et lors de ces interviews-là, bah, tout simplement, je sais, à partir du moment où... Enfin, j'ai déjà un premier aperçu, un très bon aperçu de si je vais prendre la personne ou non en fonction des réponses aux questions pièges. Ok, moi, c'est ce que je recommande, c'est de mettre des questions pièges. Très important, les gars. Très important, brother. Très important, Big Man. T'as aussi envie de creuser les références et le portfolio de la personne. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait les tours de terrain? Très important. T'as pas envie de perdre ton temps avec des gens qui n'ont pas fait les tours de terrain et qui sont des newcomers. Non, non, bah non. On veut grossir, ok. Et ça, enfin, typiquement, si tu fais ça, si tu engages quelqu'un qui n'a pas fait les tours de terrain et que tu te bases uniquement sur son potentiel, big man, tu vas tomber dans ce qu'on cherche à éviter, le micromanagement et l'inefficacité de cette tâche déléguée, ok. Donc, c'est pas ce que tu as envie, ok, crois-moi. Puis ensuite, tu as envie de faire une mise en situation sur un problème précis. Et ça, crois-moi que tu peux le faire surtout si tu te creuses un peu la tête, que ce soit sur du setting, du closing ou sur du coaching. Okay. Tu peux faire une mise en situation sur un problème précis. C'est-à-dire que, enfin, setting, closing, c'est très facile de faire des mises en situation. Setting, c'est au final, une personne te dit ça en message, comment tu réponds et comment est-ce que tu l'amènes à booker un appel. Et closing, simplement, si une personne te sort, je sais pas, telle objection, comment tu lui réponds ou quels sont tes, enfin, voilà, ouais, ok, t'as une idée. Mais sur le coaching, ça peut être un peu plus touchy d'identifier la mise en situation précise qu'on peut faire genre en 15 minutes. Mais en soi, quand tu creuses un peu importe le marché, peu importe la niche, tu as des façons de déterminer très rapidement sur un cas précis, sur un roleplay précis, quelle mise en situation faire pour avoir un visuel clair sur l'expertise de la personne et comment est-ce qu'elle réagirait en cas concret. Okay. T'as juste à regarder tes dernières sessions de coaching ou quoi que ce soit, prendre un sujet auquel toi t'as bien réagi et tu sais que la plupart des gens ne réagiraient pas forcément correctement ou ne seraient pas aussi précis par rapport à ça, et tu peux mettre en situation cette situation si ça se dit. Et donc là, à partir de là, tu fais une première sélection parce que ben voilà, t'as des questions pièges, t'as une mise en situation sur 15 minutes, t'as creusé les références et les portfolios, tu peux déjà faire une première sélection et l'idée c'est d'en garder, allez, une dizaine, entre 5 et 10 là, à ce stade-là. Puis ensuite, tu passes à la 4e étape du recrutement, qui est donc la phase 3. Et là, en fait, ce que tu vas faire avec ces 5-10 personnes que tu as sélectionnées, c'est que tu vas leur donner un cas d'étude basé sur des données réelles, auxquelles ils vont devoir soit te faire un loom que tu vas challenger directement en appel avec eux, ou soit alors tu vas les prendre en roleplay. Donc là, c'est en fonction des rôles. Donc typiquement en setting, closing, tu as envie de faire un roleplay complet directement en appel. Okay. Donc par exemple, en setting, que la personne puisse te setter par message ou en appel. Ça dépend de la spécificité de la tâche ou de la responsabilité que tu as envie de déléguer. Pareil pour le closing. Mais par contre, pour tout ce qui est coaching, par contre, ce qui est intéressant, c'est de donner un cas d'étude précis, sans donner les réponses, bien sûr, et de lui dire, ok, comment tu aurais résolu cette problématique-là, qui est une problématique réelle que j'ai reçue en appel ou d'un client, peu importe. Ok. Et donc, là, l'idée, c'est que tu me fasses un loom, et après, je vais challenger tes idées directement en appel. Okay, donc, ça dépend de la spécificité. Mais tu as vraiment envie d'avoir à cette phase-là un cas d'étude basé sur des données réelles. Très important. Okay, comme ça, tu vois comment les gens opèrent dans le concret. Et là, intervient une nouvelle sélection. Donc là, voilà, l'idée, c'est d'en garder, allez, 2-3 max. 2-3 max. Tu vois, genre 2, c'est l'optimal. Et puis ensuite, vient la phase d'onboarding. Et donc là, ça se passe sur 2 semaines. 2 semaines avant la dernière sélection
et 3 semaines avant l'autonomie de la personne. Et donc là, l'idée, c'est que semaine 1, les profils que tu as gardés, tu vas les faire regarder le SOP. Okay, tu vas les faire regarder le SOP. À la fin de la semaine, tu vas leur demander tout simplement qu'est-ce qu'ils ont pu en retirer, quels sont les big takeaways qu'ils vont avoir par rapport à ça. Première semaine. Deuxième semaine, là, l'idée, c'est que vous puissiez être sur le terrain en co-animation. C'est-à-dire que si c'est du setting ou du closing, vous êtes en appel avec ces personnes-là et pendant une durée de temps, c'est-à-dire 2-3 heures, peu importe, et vous setez ou vous closez ensemble. Okay, c'est-à-dire que si c'est du closing, la personne jump sur l'appel avec toi et elle prend la main sur 30-50% et toi t'observes. Okay, elle peut faire des interventions, mais tu dois quand même garder la majorité de l'appel. Mais toi t'observes les interventions qu'elle fait. Très important. Si c'est du setting, même principe, mais cette fois-ci forcément en appel, en visio directement. Vous prenez une plage de 2-3 heures, vous êtes ensemble sur le Google Meet ou peu importe et simplement on fait du setting et tu vois un peu comment il gère la partie terrain. Très important. Et ça, tu le fais pendant une semaine. Donc ça, c'est la semaine 2. Tu le fais plusieurs fois dans la semaine avec les différents profils, de façon individuelle chacun, bien sûr. Et à partir de là, tu vas avoir une bonne idée de qui tu vas prendre. Ok, normalement, il y en a un qui ressort du lot à ce stade. Et cette personne-là, du coup, bah, tu la sélectionnes et ça devient au final your best friend for life. Ok, ça devient your best friend for life. Et là, l'idée, c'est que la personne prenne la main totale en semaine 3. Et donc, soit, si c'est un coach, par exemple, tu es en meet avec lui, mais tu te mets en mute, ok, et tu débriefes juste après de sa situation, enfin de comment ça s'est passé, etc., ok, de ce qu'il a pu en retirer, etc. Tu lui donnes quelques conseils, parce que encore une fois, ça va pas être parfait tout de suite, ok. Forcément, il y a un temps d'adaptation à avoir, il y a un process d'apprentissage de ta façon de faire au début et c'est ok. Mais l'idée c'est que pendant cette semaine-là, bah, tu puisses le voir à l'œuvre au terrain, prendre la main sur 100% des calls, par exemple si c'est un coach, et que toi tu puisses le briefer sur les gaps manquants à la fin des appels, à la fin de chaque appel, pendant au moins une semaine, au moins. Ok. Et si c'est un setter ou un closer, et ben dans ce cas-là, tu fais des SOD, des MOD et des EOD qui sont des bilans du start of the day, middle of the day et end of the day, qui te permettent d'avoir de la clarté sur les actions qu'ils mettent en place et du coup de pouvoir corriger rapidement les mauvaises trajectoires prises pour ne pas que ça reste. Okay. Donc c'est des automatismes et un process qui peut prendre un mois. En général, moi ça me prend un mois de recruter une personne avec qui je sais je vais passer énormément de temps, avec qui je sais que j'ai envie de développer mon business, etc., etc. Mais une fois que c'est fait, bah, tu sais que cette personne-là, tu peux passer 6 mois, 1 an avec cette personne-là et le retour sur investissement, temps, argent et temps investi maintenant, temps retrouvé, argent investi, argent que tu vas pouvoir faire rentrer parce que du coup tu as plus de temps, bah il est insane. Ok, donc tu as envie de pouvoir faire ça bien parce qu'autrement si tu fais ça mal et tu fais ça là va-vite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver dans du micromanagement, dans l'inefficacité et tu vas faire que recruter. Au final ça va te prendre plus de temps que si tu le faisais bien, ok. Donc très important de faire les choses bien dès le début et de prendre le temps. Maintenant c'est vrai qu'il y a une chose, c'est que dans mon accompagnement, on va en général mettre à disposition directement tout ce qui est setter, closer et on gère tout ça en profondeur avec toi, ok, avec toi, les spécificités de ton business, etc. Donc si c'est quelque chose avec lequel tu struggles en ce moment, que tu as peur de faire ça mal, que tu as des informations manquantes, par rapport à tout ce que j'ai dit, forcément il y a des informations manquantes, et que tu aimerais pouvoir rentrer un peu plus en profondeur par rapport à tout ça, n'hésite pas à booker un call directement dans la légende de cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'avoir au téléphone et de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique. Okay. Donc c'est tout pour moi, Big Man. C'est la prochaine vidéo. Ciao.